Elle se fait connaître notamment via l'affaire d'Anne Gettler. Congo n'est pas à vendre et pourtant une structure qui lutte pour toute forme de corruption en République démocratique du Congo. Une structure quand même pas très bien connue, très peu connue. On essaie d'en savoir un peu plus sur cette structure. Congo n'est pas à vendre. On parlera donc de la corruption, de la bonne gouvernance, mais il y aura aussi les élections parce que la structure s'intéresse également au processus électoral ici en République démocratique du Congo. Pour ce faire, pour parler de toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Claude Poutou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Élysée. Docteur en sciences politiques, oui, ça s'est fait, mais vous êtes beaucoup plus porte-parole de... Je suis porte-parole du Congo n'est pas à vendre et ça fait quelques années que je travaille avec la société civile autour des questions de gouvernance, de lutte contre la corruption et du processus électoral. C'est quoi Congo n'est pas à vendre? Congo n'est pas à vendre, c'est d'abord avant tout un ras-le-bol. Les ras-le-bol d'une dizaine d'organisations congolaises avec des partenaires internationaux qui à un moment donné se sont rendus compte qu'individuellement, ils ne pesaient pas assez sur les fléaux de la corruption et qui ont décidé ensemble il y a 3 ans de mettre en commun leurs forces pour pouvoir mener une campagne nationale de lutte contre la corruption. Une structure qu'on a vue naître pendant la fin du règne de l'ancien régime Kabila. Exact. Quelque temps après, 3 ans après, est-ce que vous pensez que la lutte contre la corruption se porte mieux ici en République démocratique du Congo que pendant l'époque de Joseph Kabila? La lutte contre la corruption se porte mieux, mais le paradoxe c'est qu'en même temps que la lutte contre la corruption se porte mieux parce que des acteurs s'organisent pour condamner la corruption, en même temps la corruption continue à prospérer parce que la réaction des autorités reste la même, c'est-à-dire pas de réaction. Donc la corruption continue de battre son plein en République démocratique du Congo? Oui, malheureusement, la corruption continue à prospérer malgré un discours public assez fort de combattre la corruption, mais au niveau des faits et des actes, on ne voit absolument quasi pas de différence. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le problème de la corruption en RDC est plus lié au système qu'aux individus? Ce n'est pas les individus qui posent problème? Les deux. Les systèmes public congolais aujourd'hui ne permet pas de combattre efficacement la corruption, mais les hommes qui sont dans ces systèmes sont eux-mêmes corrompus. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Gilles Alinguet, inspecteur général des finances, qui le dit. Que nos ministres, nos mandataires sont prêts à vendre père et mère pour détourner et voler l'argent de la République. Mais vous ne voyez pas qu'il y a des avancées peut-être à l'époque de régime précédent, le régime de Kabila? Est-ce que les gens pouvaient dénoncer comme ça certaines autorités? Non, ça ne se faisait pas. Donc il y a eu des avancées quand même dans la lutte. Exactement. C'est pourquoi j'ai dit la lutte contre la corruption se porte mieux. Parce qu'aujourd'hui, avec les régimes actuels, on ose dénoncer. Mais ça, pour moi, contrairement à ce qu'on peut se dire, n'est pas un cadeau du pouvoir actuel. C'est l'évolution du processus de l'engagement, des combats de tous les citoyens. C'est une marque de bonne foi, quand même, de bonne volonté et de la détermination de l'actuel régime. L'actuel régime n'a pas les choix. L'actuel régime était avec nous quand on dénonçait la corruption sous Kabila. Aujourd'hui, il ne peut pas changer de discours. Donc c'est pourquoi on dit que ce discours, cette évolution n'est pas l'effet d'un cadeau, c'est l'effet d'un combat. On a commencé à dénoncer la corruption sous Kabila, des gens sont partis en prison pour ça. Mais les dénonciations ont commencé. Et les animateurs du régime actuel dénonçaient la corruption avec la société civile. Et donc une fois au pouvoir, il est difficile de me regarder droit dans les yeux et de dire Jean-Claude, tu ne peux pas dénoncer la corruption. Mais vous savez qu'une chose est de dénoncer, une autre est vraiment d'être dans l'action. Quand on arrive dans la sphère étatique, au pouvoir, on se rend compte de certaines réalités que ne voient pas certainement ceux qui sont à l'extérieur. Moi, cet argument-là, je le trouve totalement inutile. Bah, vous n'avez jamais exercé quand même les fonctions étatiques, donc... Comment trouver ça? Il y a très longtemps, dans une autre vie, j'ai pu accompagner certains mandataires, mais c'est une autre vie qui n'a rien à voir avec ça. Je n'ai pas d'expérience de gestion publique, mais j'ai fait au moins une chose, ma formation, ma profession d'enseignant m'oblige à m'informer, à lire et à savoir. Et je sais que quand des hommes politiques bien préparés arrivent au pouvoir,
ils ont un agenda des choses à faire et à ne pas faire. Et ça va dans le bon sens. C'est juste une question de bon sens. Être un bon père de famille permet de limiter la corruption. Et quand on voit les attitudes aujourd'hui de nos dirigeants politiques, on a du mal à croire qu'ils gèrent les biens de l'État en bon père de famille. Mais vous ne savez pas que pendant que vous étiez au niveau de l'opposition, en fait pas de l'opposition, vous êtes de la société civile, mais quand l'actuel régime était dans l'opposition, on a plus tendance à des discours démagogiques pensant qu'une fois au pouvoir, c'est par une baguette magique qu'on changerait les choses. Je laisse ça aux politiciens de juger. Moi, en tant qu'observateur de la vie politique, et cette question renvoie à l'actualité, c'est pourquoi je disais par exemple aux gens qui applaudissaient l'accord de Dan Gettler, que moi je ne crois plus au discours des hommes politiques. On va parler de l'opposition de la majorité. On va parler oui, de je ne cet crois pas accord. au discours des hommes politiques, je crois aux faits et aux réalisations. Et sur ces terrains-là, le régime actuel a du mal à me montrer quelles sont les avancées de la lutte contre la corruption. Quels sont les secteurs gangrénés, qui sont gangrénés actuellement par la corruption ici en République démocratique? Toute la vie publique. Et la nouveauté pour moi, ce qui me fait mal, c'est que au-delà des secteurs miniers, au-delà du monde des affaires, au-delà de la petite corruption dans nos mairies, sur nos routes avec des policiers, sur les marchés publics. Ce matin encore, ça c'est quelque chose qui m'a frappé. Une jeune demoiselle que je connais m'a envoyé des vidéos des marchés Somba Zigida où on dit les mamans qui vendent sont rançonnées par les fonctionnaires de la mairie. Et donc, cette corruption, elle est partout. Mais la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, la corruption est entrée à l'intérieur de nos institutions. Et ça, fondamentalement... C'est pas la nouveauté. Vous avez décrit à l'époque du régime Kabila que ça existait. Ça existait, mais c'était différent. C'était différent parce que... On n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Non, on n'en parlait pas, mais c'était différent. Je voudrais dire un mot là-dessus. Aujourd'hui, dans toutes les rues de Kinshasa, dans toutes nos villes, tout le monde sait que nos députés ont été achetés pour changer de majorité. Tout le monde sait que l'argent a circulé. Ils ne sont jamais prouvés, hein? Non, il faut toujours mettre au on a des vidéos des députés qui affirment eux-mêmes qu'on nous a achetés, qu'on nous a donné de l'argent, qu'on a circulé. Ces députés existent, les vidéos, vous de la presse, vous les avez diffusées. Il n'y a jamais eu aucune poursuite ou aucune enquête ouverte sur ces dossiers. Et le chef de l'État lui-même a dit au début de sa législature qu'il y a eu des corruptions dans l'élection des sénateurs et des gouverneurs et qu'une enquête sera ouverte. 3 ans après, rien n'a été fait. Donc, quelque part, on doit aujourd'hui reconnaître que les gens qui nous gouvernent, qui sont au Parlement, qui sont dans nos provinces, sont des gens corrompus ou qui ont été corrompus pour accéder au pouvoir. Et comment peut-on attendre de ces gens-là de combattre la corruption? Donc c'est ce que je suis en train de dire, rien de nouveau sous le soleil du Congo, parce que la différence aujourd'hui est que ces corruptions-là au sein des institutions sont révélées au grand jour, mais ça existait. Ça existait, oui. Ça existait, aujourd'hui c'est révélé et bizarrement, bien que ça soit révélé, il n'y a pas d'action. Donc ça veut dire que le discours actuel de lutte contre la corruption est un discours démagogique, malheureusement. Donc le problème, est-ce que le problème se trouverait au niveau de la justice? Pas au niveau des politiques, par exemple, les politiques au niveau de l'inspection générale des finances est en train de dénoncer, mais il n'est pas juge, il n'est pas magistrat. Est-ce que le problème, c'est pas tant les politiques, c'est pas tant l'administration, mais c'est plutôt la justice aussi qui n'arrive pas à bien faire son travail? Parce que dans l'échelle des sanctions, il existe des sanctions administratives. Qu'on me dise aujourd'hui, je prends un exemple simple et banal, qui montre que le problème n'est pas simplement à la justice. Les cas du RAM, cette taxe est illégale, illégitime, déclarée telle par les parlementaires, déclarée telle par toutes les institutions quasi de la République. Et pourtant, quand une motion de défiance a été déposée contre les ministres au niveau du Parlement, ces mêmes parlementaires qui ont déclaré une taxe illégale, injuste et illégitime, tout ce qu'on veut dire, ces mêmes parlementaires ont refusé de sanctionner les ministres. Ça, c'est pas de la justice. Ça, c'est l'engagement des politiques qui a totalement failli. Et je disais d'ailleurs à un député, vous avez choisi votre camp, le camp de la corruption et des détournements. Le camp de la corruption et de détournement, bon, ça reste à voir, on sent quand même que ça bouge. Est-ce qu'il y a un secteur où la corruption semble ne plus porter ses fruits, ou est un peu effrénée? Est-ce qu'il y a un secteur 3 ans après l'actuelle arrivée du régime Tshisekedi?
Je répondrais, et c'est peut-être mon défaut d'activiste, je répondrais non, aucun secteur ne semble marcher. Parce que moi aujourd'hui, j'ai besoin de chiffres, j'ai besoin de faits, je n'ai pas besoin de discours. Hein? Tout le monde aujourd'hui chante à la gloire de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Mais M. Gilles Alinguete est devenu, selon les termes que vous utilisez, vous, médias, le métier anticorruption de la RDC. Et dernièrement, j'ai envie de lui poser juste une question. Quel est son bilan aujourd'hui au-delà des discours? Est-ce que l'Inspection Générale des Finances peut dire à tous les peuples congolais aujourd'hui, regardez, depuis que nous avons été réactivés par les chefs de l'État, regardez la liste des dossiers que nous avons traités, regardez les personnes que nous avons transmises à la justice, regardez l'argent, les montants de l'argent que nous avons récupéré pour les caisses de l'État, regardez les personnes qui ont été sanctionnées. Moi, j'attends ça. Si on a ces éléments, ça nous permet de savoir, et pas les discours. Et ça nous permet, là on rappelle également que la ministre, par exemple, du portefeuille disait, la princesse Adel Kaïnda, elle disait par exemple, c'est bien d'arrêter, c'est bien, mais combien rentre dans la caisse? Et là, on n'a toujours pas des chiffres. Exactement. Non plus. Mais qui on a arrêté, qui est en prison aujourd'hui pour corruption et qui a payé? Il y a des comités de gestion qui sont suspendus quand même, il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Ah oui, comme M. Willy Bakonga, qui avait été envoyé en prison, qui est ressorti de la prison par mesure de grâce présidentielle et que la ministre de la Justice a écrit pour dire qu'il doit rentrer en prison ou qu'on a vu les 15 assis au Parlement à l'ouverture de la session parlementaire. Voilà où se trouve toute la différence entre les mots, les paroles et les actes et les faits. Et malheureusement pour tout le monde, la population voit et la population observe, même si elle n'est pas écoutée. La population voit, la population expert, mais il y a également cette communauté internationale qui plutôt semble être satisfait. Là, je vois par exemple les États-Unis, qui à chaque fois qu'il y a rencontre entre quelques officiels américains et les autorités congolaises, saluent l'engagement quand même du chef de l'État à combattre la corruption. Donc, il semble être plutôt satisfait de l'action de l'actuel régime. Alors, deux choses. D'une part, le gouvernement américain a son propre agenda. Ce n'est pas l'agenda du peuple congolais. Ce n'est pas mon agenda. Je remarque, et je le leur ai déjà dit à chaque fois que j'ai des discussions avec cette communauté internationale, que je ne comprenais pas leur position sur les questions de la lutte contre la corruption. Qu'on ne peut pas prétendre que tout va bien et qu'il n'existe à l'ère d'aujourd'hui aucune déclaration de la communauté internationale qui a condamné la corruption pendant les élections, par exemple. Alors que le chef de l'État lui-même l'a dit. Il y a eu corruption. La communauté internationale a fermé les yeux pour des raisons, des agendas qui leur sont propres. Ça, c'est leur droit. Mais moi, en tant que Congolais, j'ai le droit de dire la communauté internationale, faites attention. En fermant les yeux aujourd'hui sur la corruption au sein de nos institutions, vous êtes en train de faire pire. Parce que cette corruption au sein des institutions va continuer à corrompre l'institution et compromet durablement l'avenir de ces pays. On va reparler des élections peut-être d'ici la fin de cette émission, mais reparlons de cette affaire, comme je le disais tout au début de cette émission, l'affaire qui vous a fait connaître. Congo n'est pas à vendre, pour certains se fait connaître parce qu'il chantait matin, midi, soir le nom de Dan Gettler. Rappelez-nous un peu le contexte de cette affaire Dan Gettler avant de parler quand même de cet accord à l'amiable trouvé entre le groupe Ventura appartenant à l'homme d'affaires israélien et la République démocratique du Congo. Le contexte, pourquoi Dan Gettler? Pourquoi Dan Gettler? Simplement parce que quand ces organisations fondatrices du Congo n'est pas à vendre se sont retrouvées tout au début de la plateforme, il a fallu travailler, réfléchir et prendre des décisions sur des dossiers de corruption. Il faut savoir qu'au sein du Congo n'est pas à vendre, chaque organisation travaille sur des questions spécifiques relatives à la corruption. C'est ainsi qu'on a des organisations qui ont travaillé sur la petite corruption, la corruption qu'on observe tous les jours avec nos policiers sur les routes, dans nos mairies de quartier, au marché. C'est presque banalisé, c'est normal, on donne et puis on dit... Par exemple, il y a eu des rapports qui sont sortis sur ça, d'autres ont travaillé sur la sensibilisation. Il y a eu des capsules vidéo qui ont circulé pour condamner ce genre de corruption. D'autres ont travaillé comme l'ODEP, les gens ne le savent pas peut-être, mais l'ODEP fait partie du Congo n'est pas à vendre. ODEP a travaillé sur les questions de corruption et des problèmes de passation de marchés publics au niveau des finances publiques. Mais
parmi Congo n'est pas à vendre, il y a aussi plusieurs organisations qui ont l'habitude de travailler dans les secteurs miniers et qui, depuis des années, avaient produit des rapports sur les rôles que jouait Dan Gettler dans la prédation de nos ressources naturelles. Plusieurs rapports internationaux étaient sortis dans ce sens. Et quand Congo n'est pas à vendre voit les jours en 2018, Dan Gettler est sanctionné par le gouvernement américain pour son rôle dans les pillages des ressources naturelles de la RDC à cause de sa proximité avec Kabila. Et donc, quand on arrive au démarrage de nos activités, il est question d'une part, entre autres, en dehors de nos projets respectifs de lutte contre la corruption, qu'on puisse choisir trois dossiers emblématiques où toutes les organisations vont mutualiser les efforts et travailler ensemble. Et les trois dossiers qui avaient été choisis à l'époque, c'était dans les secteurs miniers, Dan Gettler, dans les secteurs de la gouvernance, la question des passeports. Avec Semlex? Semlex, passeport. Et troisième dossier qui a été choisi, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut savoir que le Congo n'est pas à vendre, continuer à mener un plaidoyer actif pour la réhabilitation de la Cour des comptes, puisque c'est le premier organe de contrôle et le seul organe constitutionnel avec un pouvoir autonome. Mais cette Cour est paralysée jusqu'aujourd'hui. Avec des magistrats, je pense, ou des gens qui n'ont pas encore prêté serment. Ça traîne et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et donc voilà les trois sujets sur lesquels Congo n'est pas à vendre et l'ensemble des organisations ont décidé de travailler. Alors, qu'est-ce qui a fait peut-être la différence? Pourquoi on parle beaucoup de Dan Gettler finalement? C'est parce que dans les dossiers passeports, on a mené la même campagne. On est même allé jusqu'au tribunal. Non, rien à voir avec Dan Gettler. Dan Gettler, certains disent, on sait pourquoi c'est Dan, parce que vous visiez Kabila. Ah non, pas du tout. Kabila n'était plus au pouvoir. Pourquoi on allait le viser? Mais vous n'arriviez pas à supporter que Kabila, même en dehors du pouvoir, puisse bénéficier de sa liberté de mouvement. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Ça, c'est quelque chose de fondamental que je voudrais dire que les Congolais sachent. Congo n'est pas à vendre, ne fait pas de la politique. Absolument pas. Congo n'est pas à vendre lutte contre la corruption d'où qu'elle vienne. Qu'elle vienne de Kabila, de Tshisekedi, comme dans l'histoire arabe. Aujourd'hui, les cas du protocole d'accord le montrent clairement. On nous disait qu'on se servait de Dan Gettler pour atteindre Kabila. Aujourd'hui, il y a un protocole d'accord qu'on critique, on nous dit « vous êtes contre Félix Tshisekedi », selon les propos des directeurs du cabinet du président de la République. Donc vous voyez bien que la question n'est pas Kabila ou Félix. Pour nous, la question c'est comment mettre fin à la corruption dans ces pays. Donc, Dan Gettler, ce n'est pas Kabila. Dan Gettler, c'est Dan Gettler et la corruption. Le nom de Kabila est cité parce que, clairement, il a profité de ses relations avec Kabila pour bénéficier et piller les ressources des pays. Kabila, on a des dossiers contre Kabila. Congo Holdop a révélé, là, on a révélé les dossiers qui touchent aux intérêts de la famille Kabila. Prouvé, documenté. Donc, la question n'est pas Kabila. La question, c'est la corruption. Sur les rames, Kabila n'a rien à voir avec les rames. Les rames, c'est les régimes actuels. Et on est sur les révélations de l'EDEP sur Transco. Ça n'a rien à voir avec Kabila ou Félix Tshisekedi. Congo n'est pas à vendre, fait de la lutte contre la corruption. Elle ne fait pas de la politique. Ça, c'est clair. Vous ne faites pas de la politique, mais on vous reproche également de ne pas accorder le bénéfice de doute aux personnes que vous incriminez. Pour vous, il suffit d'avoir un soupçon sur quelqu'un, il est tout de suite coupable. Et c'est ça le problème peut-être qui s'est passé avec Gettler. Vous ne parlez même pas d'une sorte de présomption de corruption, mais vous dites qu'il y a déjà eu corruption. Mais Congo n'est pas à vendre, n'est pas juge, n'est pas avocat, n'est pas Mais c'est l'impression que vous donnez, justement. On y arrive. Dan Gettler a été sanctionné par le gouvernement américain pour corruption. Des rapports internationaux, notamment faits par l'ancien secrétaire général paix à son âme, M. Kofi Annan, ont montré les pertes que Dan Gettler a occasionnées au peuple congolais. Et si vous regardez bien notre campagne, pratiquement à chaque sortie publique, nous avions demandé 3 choses au gouvernement sur Dan Gettler. Et la première chose qu'on a toujours demandé au gouvernement, faites un audit de toutes les affaires de Dan Gettler au Congo. Un audit qui montrera l'étendue de ses affaires. Pourquoi nous demandons un audit s'il est déjà coupable? Mais non, parce qu'on veut que la vérité soit faite. Deuxième chose, on a demandé que la justice se saisisse de l'affaire, puisque la justice saura faire la part des choses entre ce qui relève de la corruption et ce qui ne l'est pas. Ce qui relève de la fabulation et ce qui ne l'est pas.
Ça, c'est ce que nous faisons. Maintenant, il appartient à nos autorités à l'agir. Vous ne trouvez pas aberrant, sur Dan Gettler, qu'aujourd'hui, 4 pays à travers le monde ont lancé des processus judiciaires pour des faits de corruption de Dan Gettler au Congo avec les multinationales et que dans notre pays, aucune procédure judiciaire n'a jamais été ouverte. Mais chacun a son agenda, vous avez dit, et là on va reparler de cet accord à l'amiable qui vient d'être signé. Chacun a ses intérêts. Aujourd'hui, quel est l'intérêt de poursuivre Dan Gettler en justice si l'État congolais a tout récupéré? Vous l'avez suivi le jeudi dernier, les avocats ont remis les licences, ont remis tous les droits et que l'État congolais est aujourd'hui en possession de tous les actifs de Gettler. Madame, est-ce que l'État... 3 choses brièvement. La première chose, est-ce que l'État connaît tous les actifs de Dan Gettler? En tout cas, l'État doit le connaître mieux que vous. Parfois j'en doute quand je vois ce qui se passe. Ils nous disent qu'ils ont récupéré. L'État est partout, le Congo n'est pas partout, donc on suppose que l'État connaît mieux le dossier que vous. Parfois j'ai l'impression que les services de l'État ne connaissent pas les dossiers de Dan Gettler. Je vous donne des exemples. Qu'est-ce qu'ils ont récupéré? Ils disent tous les actifs. Qu'est-ce qu'ils ont récupéré? Des blocs pétroliers et une mine d'or, évaluée, selon leurs propres termes, à 2 milliards de dollars. Mais l'une des choses, pourquoi nous demandons la publication de cet accord? Parce que pour nous, ces deux actifs, peu importe leur coût, peu importe l'estimation qu'on peut faire, n'ont jamais été mis en valeur par Dan Gettler. Ces deux actifs, Dan Gettler les a acquis dans des conditions troubles et nous avons demandé à l'État de vérifier ça. Et d'ailleurs, les permis, Dan Gettler aurait pu les perdre en 2019 parce que ça a été renouvelé 2 fois et que Dan Gettler n'avait pas rempli les conditions pour redemander le permis. À l'époque, on avait interpellé le gouvernement. Mais pourquoi vous ne récupérez simplement pas ces blocs pétroliers? Pourquoi vous renouvelez un titre qui est expiré et pour lequel les conditions n'ont pas été remises? Ça y est, c'est fait. C'est fait, mais c'est fait dans quelles conditions? Les meilleurs actifs. Vous cherchez les pots dans la tête de chauve, c'est ça aussi. Les gens ont besoin de comprendre. Oui. On a récupéré des blocs pétroliers qui ne rapportaient aucun sou à Dan Gettler. On a récupéré les permis sur les mines d'or qui ne lui rapportaient rien depuis plus de 20 ans. Il les a acquis, ils sont là, il ne les a pas mis en valeur. Par contre, là où M. Dan Gettler touche de l'argent chaque jour, au moment où nous sommes en train de parler, à la fin de cette journée, 200 000 € plus ou moins, parce que pour contourner les sanctions, on lui paye ses royalties en euros, seront versés dans la caisse de Dan Gettler. Et là, mais l'État doit également l'argent à Dan Gettler. Vous oubliez les élections. C'est dans un contrat. C'est-à-dire il a réussi, en tout cas selon certains éléments que nous avons réussi à obtenir. Dan Gettler, c'est 200 millions qu'il a donné 2 fois 200 millions qu'il aurait donné à la GECAMIN. Entre autres, c'est cet argent que la GECAMIN s'est servi pour financer les élections et qu'il y avait un contrat pour que la RDC puisse rembourser. La RDC n'a pas remboursé, donc il y a toute une procédure qu'il a respectée. Voilà donc c'est son dû. Voilà pourquoi, au-delà de tout, nous demandons juste une petite chose, que ce soit au gouvernement ou à Dan Gettler, publier tous les contrats qui vous lient pour que vous et moi, nous regardions ces contrats, que nous disions, ah oui, Dan Gettler avait versé telle somme à l'État, à la GECAMIN, voilà les conditions, est-ce que ces conditions ont été remplies ou pas, et publier les contrats. Non, mais c'est juste un accord. Justement, les gens disent qu'au niveau du Congo n'est pas à vendre. C'est comme s'il y a une confusion. L'État n'est pas une société minière, c'est un accord qui a été signé. Et certains donnent l'exemple de l'accord qu'a signé les États-Unis avec Volkswagen. Et cet accord-là n'a jamais été publié. Donc vous mettez l'État comme s'il était devenu une société minière qui doit publier des contrats comme l'ITIE le demande, alors que c'est pas ça, l'État aussi. Je vais vous répondre simplement. Ouais. On nous parle d'État des droits. L'État n'est pas au-dessus de nos lois. Les codes miniers congolais, les lois congolaises disent clairement tout contrat, tout accord, peu importe, qui concerne les actifs miniers doivent être publiés. Puis je vais au-delà du texte. C'est une question de l'esprit de la transparence. L'initiative Litier pour la transparence des industries extractives dit clairement que la transparence est le maître mot.
L'État n'est pas exempté de ses propres lois. L'État ne vit pas au-dessus de ses lois. C'est pas une société minière, c'est pas une société... C'est ça, pas la société minière. La question concerne, dès que les ressources naturelles congolaises sont impliquées, toute transaction qui touche aux ressources naturelles congolaises doivent être publiées. Peu importe qu'elles soient un contrat entre des entreprises minières, entre des individus avec l'État, dès que ces transactions concernent les ressources minières, elles doivent être publiées. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas nous arrêter au mot. Pourquoi on demande la publication? Les ressources minières appartiennent au peuple congolais. On ne peut pas opposer aux propriétaires de quelque chose. Non, vous n'êtes pas concerné. Vous ne devez pas savoir ce qu'on a fait de votre chose. C'est ça l'essence même de cette initiative. C'est ça l'essence même de la transparence. Les biens nous appartiennent. On ne va pas venir, madame, prendre votre stylo et quand on vous demande, qu'est-ce que vous... Ah non, ça ne vous regarde pas. Mais il s'agit de votre stylo. Il s'agit de mes ressources naturelles. J'ai le droit de savoir ce qu'on a fait. Peu importe qui l'utilise, j'ai le droit de les savoir. Et on ne peut pas m'opposer à moi, propriétaire de quelque chose, des clauses pour dire, vous n'avez pas le droit de savoir. Non. C'est ça les principes. Donc et c'est ce que nous demandons. Congo n'est pas avant de continuer de demander, mais vous avez certainement suivi et le ministre porte-parole du gouvernement et le DIRCABA du président de la République dire qu'il faut d'abord attendre qu'il y ait des pourparlers. Et ma question revient à celle de savoir, est-ce que vous diriez la même chose? Parce que je vous ai donné un exemple ici de l'accord entre l'État américain et Volkswagen, qui n'a jamais été publié, mais qui a été au bénéfice de l'État américain. Pourquoi aujourd'hui insister sur ça alors qu'il y a peut-être les clauses de confidentialité qui sont Madame, dans je vais vous couper, je ne suis pas un citoyen américain. Je me fous de ce qu'a signé le gouvernement américain avec le Volkswagen. Je suis un citoyen congolais et je regarde la loi congolaise qui dit que cet accord doit être publié. La loi congolaise. Donc vous avez brandi des sanctions américaines comme c'est un avantage. Donc vous prenez un peu des brins de choses qui vous servent. Parce que les sanctions américaines sont là. Les sanctions américaines ont été prises. Quand il y a des sanctions, c'est une bonne chose. Quand on doit se référer aux États-Unis pour faire une comparaison par rapport à la façon de faire, c'est mauvais. Non, les sanctions montrent quelque chose. Les sanctions ont été prises par les Américains sur la question du Congo. Les gouvernements congolais ont reconnu les sanctions. Même nos autorités l'ont reconnu les sanctions. Les sanctions ont agi parce que Dan Gettler, si aujourd'hui il essaie de se débarrasser de ses actifs, c'est parce que les sanctions les frappent, de toutes les façons, personne ne peut faire affaire avec lui. Et bizarrement, c'est le gouvernement congolais qui accepte de faire... Vous avez entendu le gouvernement congolais dire, non, on va d'abord parler aux Américains. Mais si il fallait s'en foutre des Américains, pourquoi notre gouvernement va parler des... Vous avez vu les directeurs de cabinet nous accuser d'être quoi? Les cipots de l'impérialisme. Ce qui n'est pas faux, ça sera peut-être ma dernière question. En tout cas, pas faux pour une bonne partie des Congolais. Ah bon? Est-ce que le gouvernement est un cipot de l'impérialisme? Le gouvernement qui parle aux Américains? Le gouvernement qui prend l'argent des FMI et de la Banque mondiale? Le gouvernement qui vit de la coopération avec l'Union européenne? Donc le gouvernement est un cipot de l'impérialisme alors? Mais vous bénéficiez aussi tellement des ressources, on accuse Congo de ne pas vendre, entre autres de bénéficier tellement d'appui, d'accompagnement. Est-ce que vous savez que depuis un an, Congo n'est pas à vendre, ne bénéficie d'aucun financement, d'aucun gouvernement, d'aucune institution, que les organisations membres travaillent sur fonds propres, que Congo n'est pas à vendre aujourd'hui, n'est pas financé. Vous voulez qu'on vous croie sur parole, M. Jean-Claude? Je n'ai pas besoin qu'on me croie. Le gouvernement risque de dire autant quand vous réclamez qu'on puisse publier le contrat. Nous aussi, on aimerait bien que vous puissiez publier et démontrer nos organisations membres sont reconnues par l'État congolais. Nos organisations membres, on peut vérifier, il n'y a pas si longtemps, dans les secteurs miniers, il y a eu une réunion entre la ministre des Mines et toutes les organisations qui travaillent dans les secteurs. Il a été demandé à ces organisations de déposer leurs programmes, leurs plans, etc. Et puis, enfin, je vais terminer une chose. C'est totalement, je trouve ça ubuesque de voir un gouvernement se mettre sur le même pied d'égalité que des organisations citoyennes. Mais c'est vous qui voulez vous mettre sur le même pied d'égalité avec le gouvernement. Les devoirs de transparence vis-à-vis du gouvernement, c'est parce que le gouvernement est à mon service. L'ONG n'est pas au service du gouvernement. Le gouvernement est à mon service. Les biens l'ONG cache des agendas, des impérialistes. Non, attendez, les biens gérés par le gouvernement sont des biens qui m'appartiennent. J'ai le droit de demander qu'est-ce qu'on en fait.
Les biens qui appartiennent à mon organisation, c'est mes biens. Ça ne regarde pas les gouvernements. Ça regarde mes membres. Mes membres ont le droit de me poser des questions. Mais pas les gouvernements, ça ne les regarde pas. Les ressources du pays m'appartiennent. J'ai le droit de savoir ce qu'on a fait. Quand j'attends ça, j'ai juste envie de rire parce que je me dis, mais pas possible, ils sont tombés aussi bas. Voilà, ils sont tombés aussi bas, on va très bientôt terminer. Tout à l'heure, vous parliez quand même des élections, du fait qu'il y aurait eu corruption lors des élections de 2018. Je dis bien aurait eu. Ce n'est pas moi, c'est le président de la République qui Voilà, l'a donc moi je préfère utiliser quand même le conditionnel et tout. Il y aurait eu en 2018, vous revenez à la charge. Jeudi encore, vous publiez un communiqué sur le processus électoral. Il n'y a pas que vous, la CNPF, mais plusieurs organisations également de la société civile. Qu'est-ce qu'il en est au juste? Alors, juste faire une précision. Congo n'est pas à vendre, n'est pas signataire de la déclaration sur les élections. Certains de ses membres, oui. Okay. Dont vous. Dont moi. Donc Congo n'est pas à vendre, n'est pas signataire de cette déclaration. Donc il ne s'occupe pas des questions électorales. Non, Congo n'est pas dans à vendre. La bonne gouvernance. Dans la corruption. Même pas l'ensemble de la bonne gouvernance. Dans la lutte contre la corruption. Okay. Congo n'est pas à vendre, s'intéressera aux élections si les faits de corruption sont révélés dans les processus électoraux. Donc ça, c'est une précision. Mais puisque vous parlez de la déclaration d'hier, la logique, elle est simple. Les organisations membres du CNPAV qui ont participé à cette déclaration c'est une déclaration qui provient d'une 60aine d'organisations congolaises internationales. Pour une raison toute simple. Finalement, la corruption prospère du fait de l'incapacité de nos dirigeants politiques, de nos services étatiques à jouer pleinement leur rôle, aussi bien dans la gestion des ressources que dans le contrôle, que dans la sanction pour les corrompus. Et c'est là, qu'est-ce qui est à la base de ces choix de désignation des hommes politiques? Les élections. Donc il est totalement nécessaire, il est utile que le processus électoral soit un processus qui soit crédible, transparent, pour permettre à ce que les gens qui vont arriver au pouvoir avec une certaine légitimité soient redevables. La redevabilité est le maître mot. Et sans élection crédible, transparente et légitime, tous les mots, ce que quelqu'un avait appelé les péchés originels, va continuer à empoisonner tous les restes du processus. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce nouveau processus électoral, vous, en tant que société civile? En tant que société civile... Transparence, oui, mais en pratique... Trois choses simples. Le premier élément, c'est évidemment la transparence. La transparence dans tous les processus. Le deuxième élément, c'est l'inclusivité. L'inclusivité parce que le processus électoral est l'affaire de tous les Congolais. Donc vous remettez déjà en cause le bureau, l'actuel bureau de la CENI? Non, ça, ce n'est pas mon problème. Le bureau de la CENI a été mis dans les conditions que tout Congolais... L'inclusivité à quel niveau maintenant? L'inclusivité, il y a la loi électorale qui arrive, qui est un élément, un instrument essentiel pour le processus. Cette loi doit être inclusive. Personne ne doit être laissé de côté. Il faut un consensus politique et citoyen majeur autour des conditions dans lesquelles les élections à venir vont se dérouler. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est simple. C'est le respect de nos textes légaux, de la Constitution. Donc, ça veut dire quoi? Des élections organisées dans l'État et dans les délais constitutionnels. Et là, le président de la République l'a rappelé encore lors de son interview accordée, je crois, au journal Le Soir en Belgique, qui tient allez, je vais me répéter, à tenir le délai, à organiser les élections dans le délai parce qu'il veut rempiler, avoir un deuxième mandat. Donc, de ce côté-là, vous êtes assuré. Bravo, monsieur le président. Mais on veut les actes. Vous êtes les élections dans les délais. Donnez les moyens à la CENI. Est-ce que les signaux sont au vert ou au rouge au regard? Les signaux, la déclaration d'hier a montré que les signaux n'étaient pas du tout au vert. Que ce qui se passe, et d'ailleurs, vous l'avez suivi mieux que moi, vous de la presse, c'est ce jeu de ping-pong entre la CENI et les ministres des Finances. Il y a de l'argent, il n'y a pas d'argent. Ah non, il veut acheter des voitures 3 fois l'air. Ah non, il veut donner les marchés à son frère. Indigne à ce niveau de l'État. Et ça montre à quel point les signaux sont plutôt rouges que verts. Et c'est ce qui nous inquiète, d'où la déclaration qui a été faite hier. Est-ce qu'il faut un dialogue pour créer un consensus? Évidemment. Comment on pourra faire un consensus sans dialogue? Les acteurs congolais doivent se mettre ensemble pour créer ce consensus-là qui définira les règles communes d'organisation des élections dans le respect de nos lois
et de notre Constitution. Merci Jean-Claude Poutou, porte-parole du Congo n'est pas avant, d'avoir répondu à notre invitation. C'est le retour de votre émission désormais. Vous allez commencer à nous resuivre pour toutes les questions liées à la politique, à l'économie, aux faits de société ici en République démocratique du Congo. On se dit au revoir, à très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Un homme, un concept.